Merci en tout cas à Roch, Joël, Louis et Annick. Et donc, j'appelle pour leur succéder Jean-Pierre Cantegris, Avraham Benaïm, Artus Gallier et Laurence Salier. Je fais du sport. Je vais bien dormir. Ça se voit pas. Alors, notre ami Avraham Benaïm me dit je descends de l'avion, et pour lui, descendre de l'avion, c'est arriver d'Angola, puisqu'il est conseiller consulaire et responsable de la section des Républicains en Angola. Je lui rassure, ça ne se voit pas, qu'il vient de passer quelques heures en avion pour arriver de l'hémisphère sud. Bien, nous attaquons donc maintenant les affaires sociales. Alors les affaires sociales, c'est d'abord un parent pauvre pour les Français de l'étranger. Jean-Pierre Cantegris, ne s'inquiète pas, je ne vais pas parler ce n'est pas celui-ci. C'est hélas, ce sont les crédits emploi et formation. Les crédits emploi et formation à l'étranger, ils ont été proprement supprimés des crédits du ministère des Affaires étrangères, et nous n'avons de cesse de réclamer leur rétablissement, et ça fait partie des propositions qui sont revenues de tous les travaux des sections que nous avons sollicités. Donc c'est une des propositions que nous faisons, puisque dans certains pays, ça aide bon nombre de nos compatriotes à travers les services emploi et formation des chambres de commerce, dans la plupart des cas, ou du service emploi-formation des consulats, à aider nos compatriotes à retrouver par l'insertion professionnelle un emploi à l'étranger auprès d'entreprises françaises via ces services auprès des consulats, ou comme je le disais, des chambres de commerce. J'ai un exemple en tête qui est le service emploi et formation de la chambre de commerce française en Argentine, qui avait un service assez important qui permettait soit de donner des stages, soit de retrouver avec une bourse à l'emploi pas mal d'emplois des Français qui, avec les nombreuses crises que traversait l'Argentine, de retrouver un emploi dans des entreprises françaises. Ensuite, sur les affaires sociales proprement dit, ce que nous appelons la protection sociale, évidemment, il y a une institution que les Français et l'étranger connaissent bien, et nous avons la chance d'avoir parmi nous celui qui a été l'homme de la Caisse des Français de l'étranger pendant de nombreuses années, Jean-Pierre Cantegris. Cette caisse qui, par la loi, mais aussi par le talent de cet homme, a toujours su être et rester une caisse excédentaire, j'allais dire non déficitaire, mais excédentaire, c'est surtout comme cela qu'il faut le voir, et qui permet d'offrir aux Français et à l'étranger une protection sociale comme ils pourraient l'avoir lorsqu'ils sont affiliés en France à la sécurité sociale. Donc certaines sections nous ont fait remonter pour les affaires sociales plusieurs propositions que je vous livre alors dans le désordre. Premièrement, permettre aux Français de l'étranger de bénéficier dès leur retour en France de la CMU sans condition de résidence, et à travers de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, créer un guichet unique pour faciliter l'aide au retour dans les collectivités. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté pour un Français de l'étranger, c'est le parcours du combattant lorsqu'on rentre en France, de taper à toutes les portes de toutes les administrations pour pouvoir obtenir tous les différents papiers pour redevenir, entre guillemets, un Français de France. Ce guichet unique, on en parle souvent, on ne l'a pas encore réalisé. Et évidemment, comme nous sommes dans une organisation décentralisée aujourd'hui, il revient de le créer aux collectivités locales. Donc, le budget qu'elle demande à chaque fois, c'est à travers la DGF qu'il faut l'abonder. Deuxième proposition, c'est le plan handicap, avec au sein des conseils consulaires un comité dédié
conseils consulaires, donc les instances qui représentent localement nos Français à l'étranger, un comité dédié à l'inclusion des enfants handicapés et aux besoins particuliers dans les établissements scolaires. On revient sur un des aspects qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure avec l'enseignement, les instituts français et les associations. Ensuite, adapter notre système de protection sociale à la réalité des Français expatriés en assurant la continuité pour la retraite et anticiper la problématique de la dépendance. Et enfin, recenser et soutenir les anciens combattants éloignés et engager une réflexion sur la politique commémorative de l'État en intégrant celle-ci à l'action culturelle en liaison avec les écoles et lycées et associations en charge du devoir mémoriel. Voilà celles qui ont été retenues. Peut-être que Pierre veut rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Non, en fait, démarrons. On est un peu en retard. Oui, on est un peu très en retard, oui. Alors Jean-Pierre, première question pour vous. En fait, vous avez géré la CFE pendant nombreuses années. Je lisais votre édito de départ, en fait, et vous disiez il était temps d'adapter en fait le système de protection sociale à la réalité des Français de l'étranger. Vous mentionnez aussi le fait que l'État n'a pas forcément honoré sa promesse, en particulier sur la dernière catégorie d'adhérents, en fait, qui n'est pas en fait une catégorie rentable au sens de la CFE. Quelles sont pour vous les priorités, en fait, et quelles pourraient être les démarches à suivre dès le premier jour de l'alternance? Bien, écoutez, nous nous retrouvons parce que j'ai noté, ça sera très court, rassurez-vous, ce que j'aimerais lire dans le programme des Républicains en ce qui concerne la protection sociale de nos compatriotes installés à l'étranger. Je voudrais d'abord je souhaiterais qu'en quelques lignes, on dise que depuis le président Charles de Gaulle jusqu'à Nicolas Sarkozy, c'est là que les principales avancées ont eu lieu en ce qui concerne les Français de l'étranger. Et je l'ai vécu puisque vous savez que j'ai le privilège d'être le plus ancien des sénateurs du Sénat et depuis 40 ans, j'ai suivi cela. Je souhaiterais également rappeler que la couverture sociale des Français de l'étranger est en diminution globalement et que le principal exemple que nous pouvons citer, c'est en ce qui concerne au sein de la Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger que j'ai présidé pendant 35 ans jusqu'au 31 décembre dernier, que la troisième catégorie aidée des cotisants, qui avait été mise en place par la loi de modernisation de 2002, alors que M. Jospin était Premier ministre, eh bien, ils ont transféré la charge, alors que c'était prévu dans la loi pour le budget de l'État, ils ont transféré cette charge à la Caisse des Français de l'étranger qui doit maintenant y faire face. Alors, pour l'avenir, qu'est-ce que je souhaiterais qu'il soit indiqué? Je pense qu'il est indispensable pour nos compatriotes français de l'étranger qu'il se constitue une retraite de notre sécurité sociale. Ils ne le font pas, ils le font de moins en moins, notamment pour les jeunes Français, et je pense qu'il faut vraiment tout faire, les inciter, le dire, les aider à se constituer cette retraite pour qu'ils leur donnent une couverture sociale plus tard et qui assure une réinstallation en France. Il est indispensable également d'aider ces Français de l'étranger qui s'installent, les jeunes Français, à se couvrir auprès de la Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger. Nous avons baissé au cours des années les cotisations. Il faut les baisser encore. Je sais que c'est à l'ordre du jour de ceux qui me succèdent, mais il faut que les jeunes Français aient une réelle couverture sociale et ne soient pas dépendants des instances locales de sécurité sociale. Enfin, vous le savez, pour les Français les plus nécessiteux, il existe un fonds d'action sociale au sein du ministère des Affaires étrangères. C'est Raymond Barre le gouvernement de Raymond Barre, qui l'avait créé en 1977. Et moi, je constate que ce fonds est en diminution successive.
Il est très bien géré par le ministère des Affaires étrangères, mais le ministère des Affaires étrangères gère la pénurie. Il faut donc, dans notre programme, rappeler que c'est une particularité de la France, quelque chose de très bien que nous faisons, d'aider les personnes âgées nécessiteuses, les handicapés en résidence à l'étranger, les jeunes Français en difficulté, et que ça, il faut que ce n'est pas un énorme budget, il est de l'ordre de 20 millions d'euros, il faut absolument le faire. Et il faut que également nous ayons une couverture équivalente à celle qui existe en métropole. Je trouve inadmissible qu'en ce qui concerne la couverture des risques chômage, à cotisation égale, les Français de l'étranger perçoivent moins que les Français de métropole. Ça me paraît choquant et vraiment, il faut que nous y remédions. Enfin, et là je retrouve ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une lourdeur des démarches administratives très contraignante pour nos compatriotes qui veulent partir à l'étranger ou qui reviennent de l'étranger. Et je pense que si nous arrivions à mettre une espèce de guichet unique, ça a été employé tout à l'heure, eh bien, cela serait tout à fait favorable à nos compatriotes français de l'étranger et ça leur économiserait des démarches. Merci pour cette synthèse. Effectivement, je pense qu'on retrouve énormément de points qu'on a synthétisés dans la proposition 3, mais qui demandent à être précisés. 2 points particuliers, commençons par Artus. Sur le sujet de la CMU, en fait, pourquoi c'est important? Parce que quand les jeunes rentrent en France, certains se retrouvent en fait dans un espèce de vide pendant quelques semaines, voire quelques mois, et tu voulais évoquer ça. Merci Pierre, bonjour à tous. Oui, effectivement, je crois que c'est un sujet important dans le sens où apparemment aujourd'hui, lorsque des Français veulent retourner s'installer en France, ils peuvent donc avoir accès à la CMU de manière générale. Seulement, vu qu'il faut donner un certificat de résidence qui date d'au moins 3 mois, lorsqu'on débarque de Londres, de New York, de Sao Paulo, de Recife ou d'ailleurs et qu'on veut s'installer en France et qu'on n'a pas vécu depuis 3 mois, ça veut dire qu'on a un gap d'au moins 3 mois qui veut dire qu'on n'a pas accès à la protection sociale de manière générale. Je pense que ça, c'est un exemple assez spécifique. De manière plus large, en fait, je pense que si le maître mot sur la protection sociale du point de vue des Français de l'étranger doit être l'adaptabilité, la flexibilité, ça montre quelque chose de très simple, qui est que si le cas spécifique des Français de l'étranger, en général, pose problème par rapport au système de protection sociale, de retraite, ça montre simplement qu'il y a une lourdeur administrative, une lourdeur de manière générale, qui affecte tous les Français, qu'ils soient expatriés ou alors qu'ils soient résidents en France de manière générale. Je voulais juste rebondir sur la question des retraites qui a été évoquée avant. Je pense qu'effectivement, c'est important de donner accès aux jeunes de manière générale à la CFE. Je pense que c'est aussi important de donner une certaine diversité d'options, notamment sur les questions de retraite. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est un petit peu malheureux, les problématiques de retour en France sont parmi les moins évoquées parmi les Français à l'étranger pour une raison simple, c'est qu'ils préfèrent s'installer à l'étranger actuellement plutôt que de revenir en France. Ce sera le travail des Républicains en général de faire en sorte qu'ils veuillent retourner en France. Mais par exemple sur la question des retraites, permettre aux Français de l'étranger de développer une retraite par capitalisation dans certains fonds qui pourraient après rapatrier en France. Mais pour ça, évidemment, ça veut dire qu'il faut également adapter le système français et introduire de la retraite par points, de la retraite par capitalisation, en plus du système par répartition. Je pense que c'est important. Voilà, merci. Donc le guichet unique. Avant qu'on passe aux questions, j'ai trouvé une proposition intéressante de Laurence dans le contexte en fait des familles qui sont confrontées à un changement brutal en fait de leur situation pour assurer une continuité en fait de la scolarité des jeunes. Oui, effectivement, je me réjouis de voir que nous avons la volonté politique de revenir justement à la prise en charge avec, comme on l'a vu, des adaptations à faire. Néanmoins, le temps que nous parvenions à couvrir toutes les classes, comme vous le savez, ce sera long. Il se trouve que beaucoup de familles se retrouvent brutalement confrontées à des situations graves, comme en France, mais le système à l'étranger est parfois un peu moins, on va dire, favorable et aidant. Donc pour ces familles qui sont confrontées à un licenciement ou à un dépôt de bilan, pour des gens qui ont tenté leur expérience à l'étranger et qui malheureusement échouent, je pense qu'il est essentiel qu'elles puissent avoir quelques semaines, quelques mois de répit
afin de prendre la lourde décision de rentrer en France ou de pouvoir continuer leur parcours à l'étranger. Bien sûr, ces incidents arrivent souvent en cours d'année scolaire, puisque c'est 10 mois de l'année, et le coût de la scolarité est très important. On le redit parce que les gens ne se rendent pas compte. Je vais prendre le cas de pays, chacun connaît bien le pays qu'il gère. Par exemple, en Espagne ou au Portugal, 1 mois de scolarité, c'est un SMIC. Voilà, pour que les gens comprennent bien. Donc le moindre incident social, professionnel, les frais de scolarité, c'est une lourde charge pour la famille. Et donc je propose qu'on mette en place un système de suspension immédiate du paiement des frais de scolarité pour ces familles qui sont confrontées à une difficulté jusqu'à la fin de l'année scolaire, pour leur laisser la petite bouffée d'oxygène, les quelques semaines, les quelques mois qui leur permettront de prendre la décision de rentrer ou pas, mais surtout de ne pas interrompre l'année scolaire de leurs enfants qui déjà ont subi un premier déracinement, on va dire, en s'installant à l'étranger, sauf s'ils sont nés, bien sûr, mais pour ne pas être déracinés en plein milieu de l'année scolaire. Voilà. Et ça serait donc Assure-École, proposition qu'il faut valoriser et dont il faut définir l'enveloppe, mais effectivement qui correspond bien à la réalité du terrain. Alors j'aurais voulu avoir votre opinion en tant qu'utilisateur français à l'étranger du quotidien sur le sujet de la prise en charge de la CFE et autres. Est-ce que vous voulez intervenir pour nous dire qu'est-ce que vous vivez au quotidien? Alors moi, je voulais revenir sur cette prise en charge, parce que cette prise en charge, elle est mise dans la main des consulats. Et bien souvent... Non, je vois que... Non, je dis, bien souvent, on se retrouve, parce que c'est l'expérience que j'ai, quand on a eu besoin de faire les prises en charge pour la CFE, en tous les cas, en partie ou en totalité de la cotisation CFE, les consulats n'étaient pas... Moi, je crois que dans un premier temps, il y a aussi la mission d'information qui devrait aller aux Français, parce que je vois sur l'Angola, on a très peu d'informations sur la CFE, et quand on demande des prises en charge à hauteur de 30% pour certaines familles, le consulat ne sait même pas si c'est le document ou le bon document. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir et qui nous touche particulièrement, mais qui est une généralité qui va vers le guichet unique, c'est qu'en ce moment, en Angola, nous traversons une crise énorme, qui est la crise du pétrole, avec la baisse et dégraissage des effectifs dans les grandes entreprises françaises. Ça veut dire que des personnes expatriées qui avaient un plan de vie sur 3 ans, voire 6 ans, puisque ce sont les délais de vie en Angola, se retrouvent du jour au lendemain à la rue pour revenir en France. Et c'est là où je voudrais intervenir, c'est de dire oui, il faudrait une mission d'accueil, parce qu'il y a aussi des accidents dans les pays à l'extérieur de la France. Il n'y a pas que la France qui traverse une crise économique, il y a une crise économique soudaine en Angola, et ça représente 2850 Français. Et beaucoup de familles cette année, plus de 300 voire 500 familles, sont retournées du jour au lendemain parce que les effectifs ont été dégraissés. Et le parcours du combattant, à l'inverse de s'installer en Angola, il est en ce moment en train de se passer en France. Donc c'est sur cette forme de prise en charge des familles, quand elles reviennent sur le territoire français, qui m'intéresse. Je voudrais répondre sur la première question. Je m'étonne un peu que vous indiquiez que ce soit par les consulats que on adhère à la Caisse des Français de l'étranger. D'abord, vous le savez peut-être, 50% de nos cotisants dépendent d'entreprises françaises qui sont leurs mandataires et qui prennent en charge une partie de la cotisation. Ça, c'est des accords entre l'entreprise et les employés. Bon, 50 autres %, ce sont nos compatriotes français qui sont à l'étranger individuellement et qui cherchent, bien entendu, une couverture sociale de source française et qui les couvrent dans le monde entier, pas seulement dans le pays de l'Angola ou en France quand ils reviennent pour un temps limité. Alors, il y a un effort de la Caisse que j'ai présidé pendant 35 ans qui a été vraiment très important pour faire connaître ces possibilités d'adhésion. Vous savez que j'établis chaque année un rapport sur la protection sociale qui est envoyé à plusieurs milliers d'exemplaires dans nos consulats, à nos délégués, etc. Et nos consulats ont tous les éléments pour renseigner nos compatriotes en ce qui concerne cette protection sociale. Donc, bien sûr,
J'ai été en Angola, je sais que le nombre de nos compatriotes n'est pas un des plus importants dans le monde, que les consulats sont peut-être moins informés qu'ailleurs, mais en tout cas, ils ont tous les éléments pour donner les renseignements pour l'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger. Merci. Passons donc aux questions. Oui, bonjour, merci. Moi, j'avais deux questions. Une sur les retraites. Donc, je n'ai rien contre la CFE, hein, mais je me demandais, ce ne serait pas plus intéressant d'avoir de meilleurs accords qui marchent mieux entre les pays étrangers et la France, étant donné que, bon, moi, je pars à l'étranger, je ne m'attends pas à avoir les bénéfices français. Tout ce que je voudrais, c'est que quand je cotise à la retraite à l'étranger, eh bien, je puisse ensuite pouvoir convertir mes annuités en France sans avoir à faire des paperasses énormes. Et de la même manière, pour les étrangers qui cotiseraient en France, qui puissent ensuite rapatrier leurs annuités. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour les cotisations sociales, je pourrais reprendre la question après. Allez-y. Alors, sur le point que vous venez d'aborder, la Caisse des Français de l'étranger n'est pas une caisse de retraite. Elle agit pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elle est l'intermédiaire entre nos compatriotes expatriés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Elle ne fait que les démarches, elle perçoit les cotisations qu'elle transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, mais ce n'est pas elle qui paiera les retraites, c'est la Caisse d'assurance vieillesse qui paie ses retraites directement, comme pour les Français de métropole. Juste donc Oui, voilà, donc je voulais revenir là-dessus. Au sein de l'Union européenne, c'est relativement facile, entre guillemets, c'est-à-dire que si tu travailles, mettons, 5 ans en Grande-Bretagne, 10 ans en France, 10 ans en Allemagne, il y a des systèmes d'accord entre les différents pays qui signifient en fait que tu vas pouvoir percevoir la retraite qui correspond au nombre d'années que tu as contribué sans tomber sous les effets de seuil. Donc, par exemple, en Allemagne, on peut percevoir une retraite du système de retraite allemand que si on a travaillé au moins 5 ans. Si par exemple tu as travaillé que 4 ans en Allemagne, de par ces accords, tu vas pouvoir mettre ça en commun avec les autres années de cotisation retraite pour pouvoir quand même percevoir de la retraite de par les 5 années de cotisation là-bas. On retient la problématique de la continuité, qui est clairement un sujet qui est techniquement complexe, hein, puisque je crois que dans ton cas, il s'agit du Japon, c'est ça Oui, c'est ça. Donc si tu veux, je crois qu'il faut raisonner en zone. Je pense qu'au sein de l'Union, il y a des accords qui sont, comme vient de le décrire Artus, qui fonctionnent. Je pense qu'il faut aussi prendre une réalité, c'est que si vous partez à l'autre bout du monde et que vous êtes dans un pays qui a des mécanismes qui sont totalement différents, ben voilà, la protection sociale ne peut pas être la même, la protection de la retraite, l'assurance maladie, bref. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais je pense qu'il faut prendre en compte aussi la réalité de nos trajectoires. Non, mais justement, moi je veux pas que ce soit la même chose. Oui. Alors tu avais une deuxième question. Oui, c'était juste sur la protection sociale. J'étais un peu toujours étonné des discussions. Moi personnellement, ma carte vitale, elle marche toujours. Ouais, tu as peut-être un problème là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi, je pense. Ça. Non, oui, c'est plutôt une exception alors. Ok, on le dira pas, on va couper cette séquence. Ça sera coupé au montage. Non, je me suis juste borné à mettre à jour quand il fallait mettre à jour, c'est tout. Je veux dire, Bon, ça sera coupé au montage. Dernière question. Vous avez beaucoup de chance parce que la carte vitale ne fonctionne que pour les retraités français de l'étranger. C'est la caisse de Tours qui les prend en charge. Et comme vous n'avez pas du tout l'âge d'être retraité, c'est donc comment dirais-je, une erreur que vous ayez cette carte vitale. Voilà. Une erreur des services en votre faveur. Je voulais répondre à M. Artus. Ça m'a très intéressé ce que vous avez dit sur les retraites en parlant de la capitalisation. Ça fait l'objet de mon prochain bouquin d'ailleurs, et qui n'aborde qu'une partie qui aborde le problème des retraites. Mon père était, je fais de l'histoire, mais en 1953, il était vice-président du Conseil économique, et il a fait un discours, parce qu'il a été président et fondateur de la Confédération générale des cadres, et il avait fait un discours expliquant que le système par répartition ne pouvait plus perdurer totalement à 100%, alors qu'on est en 2016, on en est encore à 100%,
parce que la courbe démographique de la France était telle qu'on avait de plus en plus de gens retraités, dont je suis aujourd'hui, et de moins en moins de jeunes en activité. Et il prévoyait une difficulté de trésorerie des caisses de retraite par répartition en 1990. En quoi il était très pessimiste, puisqu'on est en 2016 et on n'y a toujours pas touché. Okay, quelle est la question, s'il vous plaît? Parce qu'on est un peu court sur le... Donc, il préconisait, et si je reviens, donc, j'approuve énormément ce que vient de dire monsieur, il préconisait qu'à l'époque, en 1953, on mette 20% de capitalisation et 80% de répartition pour réussir à équilibrer les caisses de retraite. Je m'aperçois que, à part vous que j'ai entendu aujourd'hui, je n'entends jamais la proposition de mettre de la capitalisation dans le système de retraite. Ce qui est regrettable. Alors, je pense que Éric Woerth aurait pu répondre à cette question. C'était sur la question de la retraite par capitalisation-répartition. Je ne vais pas vous prendre à la volée, ne vous inquiétez pas. Avant qu'on on va pas établir, on va pas. C'est un sujet en soi. Oui, parlons des Français de l'étranger. Alors, avant qu'on passe à l'autre sujet, il y a deux propositions dont je vais me faire le rapporteur entre guillemets. Le premier, c'est sur le plan handicap, puisqu'il y a énormément de choses qui ont été faites en France, et c'est vrai qu'à l'étranger, les contraintes sont différentes. Et la première chose qu'on demande, c'est d'abord l'information, pour que les familles qui sont confrontées à cette réalité ou qui arrivent dans un pays avec cette charge puissent du coup très rapidement voir dans quel établissement scolaire, dans quel institut français, à quelle personne ils peuvent se rapprocher. Je pense que ce n'est pas très compliqué à mettre en place. En revanche, je pense que c'est un point important et qu'on retrouve dans beaucoup de vos commentaires. Voilà, le dernier point, c'était la proposition 4 sur les anciens combattants. Ça, c'est une réalité en fait, que je trouve assez triste. C'est que, puisque la politique des affaires étrangères et de la France change, et que l'installation des régiments sur les différents territoires change aussi, c'est vrai à l'étranger. Et du coup, on se retrouve avec des cimetières qui ne sont pas entretenus, des stèles qui ne le sont pas non plus, et toute cette problématique de la commémoration en fait, qui n'a pas lieu, non pas par manque de bonne volonté, mais tout simplement parce que personne n'a été chargé d'assurer la continuité. Et c'était une des 31, un des 31 défis, Christophe, si je ne dis pas de bêtises, et je pense que c'est bien qu'on le maintienne. Bien, je ne peux pas dire le contraire. Vous avez parlé du handicap. Je voudrais quand même signaler que les comités consulaires d'aide sociale que nous avons à l'étranger, le Fonds d'action sociale dont j'ai parlé tout à l'heure dans mon propos liminaire, aident nos compatriotes handicapés, qu'ils soient majeurs ou mineurs, et nous avons un fonds pour cela, pour aider nos compatriotes handicapés. Il y a des fonds. Oui, mais voilà. Là, Jean-Pierre, c'est sur un point spécifique, c'est qu'on le remarque, puisque je parle sous le contrôle de tous mes collègues parlementaires des Français et de l'étranger. Lorsqu'on visite des établissements scolaires à l'étranger, notamment sur le plan scolaire, on a quand même un certain retard dans l'aménagement des établissements scolaires à l'étranger pour l'accueil d'enfants handicapés. C'est sur ce plan-là surtout que nos établissements ont un certain retard par rapport à des établissements d'autres pays en matière d'accueil et de scolarisation d'enfants handicapés. C'est surtout là que je pense qu'aujourd'hui, on a à mettre en avant un certain effort, parce que c'est vraiment, quand le plan handicap, c'est vraiment sur l'accueil des enfants handicapés et en milieu scolaire principalement. C'est vrai qu'on fait déjà beaucoup d'efforts pour les allocations pour les enfants handicapés et pour les adultes handicapés, mais c'est sur l'accueil d'enfants handicapés en milieu scolaire où là, par contre, on a une mise à niveau qui a encore besoin d'être un peu accélérée. Voilà. Bien. Ah, un dernier point. Allez, Artus. Sur la politique commémorative, je pense que c'est quelque chose de véritablement fondamental, et surtout pour la génération des jeunes, parce que ça permet de se rappeler qu'il y a eu, pour d'autres générations, uniquement des devoirs vis-à-vis de la France et aucun droit. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit les jeunes qui défilent dans la rue, ils défilent évidemment que pour des droits et pas vraiment pour des devoirs. Je pense que de manière générale, cette politique commémorative elle peut être menée avec les pays d'accueil. Donc, par exemple, j'habite en Grande-Bretagne, donc évidemment, il y a une histoire commune qui est très longue, qui est très importante. Évidemment, on ne va pas vraiment commémorer des dates comme le 18 juin ensemble, parce que côté britannique, c'est la bataille de Trafalgar, dont on n'a pas vraiment un très bon souvenir, de Waterloo, pardon. Waterloo, oui. Et de l'autre côté, c'est l'appel du 18 juin. Mais je pense que renforcer nos relations bilatérales avec les autres sociétés à travers le biais de la politique commémorative peut être assez important. Bien. Voilà.
pas de polémique commémorative en Belgique. Bien, en tout cas, merci à vous quatre.